On évoque souvent les risques d'un conflit de génération au travail, notamment avec les plus jeunes, la génération appelée Y. Frédéric Onis, coach et dirigeant d'entreprise, et Philippe Pierre, consultant et sociologue, dialoguent sur ces prétendues générations au travail. Ils reviennent sur les ressorts de motivation de chacun dans des équipes diversifiées. Vigilance à l'humain, décodage culturel de la complexité, apprendre de tous, autant de pistes qui permettent de mieux comprendre les contrats implicites qui se nouent entre managers et collaborateurs de différents âges. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. On avait envie de parler de manager les équipes et manager le changement en temps de crise. Alors, quand on parle de crise entre nous, on parle de crise force majeure, exemple dans le cas d'un tremblement de terre. On parle aussi de crise de vieillissement du modèle, dans le cas des entreprises qui vivent sur le même modèle depuis 20 ou 30 ans. Et conséquence en fait des vieillissements des modèles, aujourd'hui on parle de chômage de masse et puis de délocalisation. On parle aussi de changement de crise des mentalités liées au changement de la société et à l'évolution de la société. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter là-dessus et regarder quelles sont les tendances lourdes dont il faudra tenir compte, non seulement aujourd'hui, mais demain quand la crise sera passée, pour être un manager efficace? Écoute, il y a un premier élément, je crois que c'est le poids de la démographie. Ah oui. Le vieillissement de la population, aujourd'hui 33% de notre population a plus de 50 ans, et tu le sais, dans 20 ans, ce chiffre atteindra 40%. Donc c'est un élément fort, un élément qui va structurer les politiques dans les entreprises. Deuxième élément très certainement, c'est l'allongement de la durée de vie professionnelle. Et peut-être pour ceux qui sont les plus expérimentés, un sentiment de fin de vie professionnelle, un vrai enjeu de gestion des âges. Et puis, un troisième élément, c'est la réduction du nombre d'actifs. Et donc, la nécessité d'aller chercher des ressources, des potentiels, par-delà les frontières et de s'organiser en conséquence. Alors, est-ce que tu veux dire, si je reprends le premier point sur le vieillissement de la population et donc la nécessité d'allonger en fait son temps de vie professionnel, c'est un vrai enjeu? Parce que jusqu'à maintenant, on considérait après on va dire 40, 45 ans, qu'on fermait des portes, qu'on prenait moins d'opportunités, qu'on était peut-être moins souple au changement, qu'on vieillissait petit à petit en se rapprochant de la retraite. Alors que si en fait on doit allonger la vie professionnelle, au-delà des 60 ans, ça veut dire qu'après 45, 50 ans, on fera encore quasiment la moitié de sa vie professionnelle devant soi et non pas derrière soi. Alors Philippe, moi, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a la réduction en fait des classes au travail qui nécessite d'aller chercher des ressources à l'extérieur, ou bien, comme tu le dis si bien, de rallonger en fait la vie professionnelle, notamment de la classe des 50 ans et plus, qui est la plus nombreuse. Ce qui va engendrer d'ailleurs des changements en termes de comportement, en termes de mentalité. Ça va vouloir dire rester jeune plus longtemps, entre guillemets. C'est-à-dire savoir travailler sa mobilité professionnelle, savoir travailler sa mobilité intellectuelle pour apprendre à travailler différemment dans le monde de demain, après 55 ans, après 60 ans. Et le manager se retrouve face à ces enjeux-là avec la nécessité d'accompagner en fait ces changements. Et puis en même temps, il voit arriver de l'autre côté des jeunes, qu'on dit de la génération Y, qui arrivent avec une culture différente, du web 2.0, des nouvelles technologies, qui arrivent avec des exigences différentes, que ce soit dans le domaine du temps de travail, des rapports au pouvoir et à l'autorité. Comment tu vois cette génération Y et comment tu vois les conséquences de son comportement par rapport à la posture du manager? D'abord, en t'écoutant, il y a comme une injonction à être toujours mobile et bien portant. C'est certainement un enjeu, mais ça peut être aussi un danger dans notre société. Donnons les moyens, justement, de pouvoir le rester. Comment je vois cette génération Y? Je la vois, ou du moins on nous la décrit, comme plus internationale, comme nomade, comme voulant épouser les espaces lointains, comme une génération qui fait un usage intense des nouvelles technologies. C'est la génération Twitter, c'est la génération, c'est déjà depuis longtemps la génération Facebook, on pourrait le dire comme ça. Un usage intense des technologies, peut-être c'est la génération du virtuel également. Elle peut parler à distance avec un autrui absent, mais elle peut parler de son intimité et ça nous surprend toujours. C'est aussi une génération de toute évidence qui a un rapport sinon désenchanté, du moins plus âpre au travail avec la précarisation de l'emploi. Donnant. Et là, je crois que pour trouver du travail, ils comptent sur eux-mêmes.
Et ça pose des questions absolument essentielles de motivation et peut-être de nouveaux ressorts de motivation. Et ça pose aussi, je crois, la question de ces managers qui peuvent être, comme tu le montres, écartelés en quelque sorte entre différentes manières d'appréhender le travail. Enfin, on multiplie comme ça les traits caractéristiques et je sais que bien souvent on tombe d'accord pour dire qu'il ne faut pas confondre une classe d'âge et une génération. L'ensemble d'une population née dans les années 80-90 par exemple, et puis ce que l'on peut constater dans la vie des entreprises. Tu as, je crois, sur cette question, une expression, c'est la clé, la transversalité. Pour fonder sa légitimité, soyons transversaux. Moi, ce que je vois, et ça va dans la ligne de ce que tu viens de dire, c'est que le manager d'aujourd'hui se retrouve face à une génération ou face à des individus qui peuvent être plus compétents ou en tout cas plus agiles que lui sur certains outils professionnels, comme les nouvelles technologies. Et que face à cela, face à ces individus, il peut avoir le choix entre deux attitudes ou deux postures. L'une, on pourrait l'appeler la posture de l'imposteur, c'est-à-dire de faire croire qu'il connaît, de faire croire qu'il est compétent, de faire croire qu'il a l'autorité sur le sujet alors qu'il ne le maîtrise pas autant ou de manière aussi agile que le jeune. Ça, c'est une posture qui peut d'ailleurs engendrer des tensions, de par le fait que l'individu sait très bien où sont les compétences et où sont les aptitudes. Ou alors il a la posture en fait de l'authenticité, c'est-à-dire de reconnaître que le jeune qui arrive avec une compétence, arrive avec une agilité dont il a besoin, mais qu'il ne maîtrise pas. Et se mettre en situation, ce qui est assez nouveau pour un manager aujourd'hui, d'apprendre de la part de ses jeunes collaborateurs dans des domaines où il est lui-même pas aussi fort. Et de par là même de créer un pont réciproque, c'est-à-dire un respect de son autorité à lui sur des sujets que le jeune, lui, ne maîtrise pas, comme la gestion de la stratégie, la gestion des équipes, la prise de décision dans des temps difficiles ou dans des temps de crise, ou la gestion de la carrière, qui est basée sur son expérience lui-même. Tu nous invites à une sorte d'expérience de l'humilité. Un manager, c'est aussi, à t'entendre, quelqu'un qui sait montrer, de manière ostensible, qu'il ne sait pas faire. Et en tout cas qui en appelle à la créativité de l'autre. Alors en t'écoutant, je suis frappé par cette notion du contrat implicite. Qu'est-ce que je pense donner, qu'est-ce que j'attends de recevoir et comment se créent des liens en quelque sorte de réciprocité. C'est quelque chose qui m'apparaît important quand on pense la conduite du changement dans les organisations. Quels sont pour un manager les contrats implicites qu'avec les uns et avec les autres on signe? Qu'est-ce qui m'engage en quelque sorte? Oui, puis je crois que derrière ce contrat implicite, il y a cette notion d'être très très vigilant en fait sur l'individu, c'est-à-dire sur l'humain en fait dans les équipes. A priori, on parle de la génération des 50 ans et plus, on parle de ces jeunes, on n'a pas évoqué les générations intermédiaires et sans les caricaturer, puisqu'il y a d'autres prismes qui permettent d'analyser, voire de complexifier le sujet. Mais il y a une vraie nécessité de vigilance humaine sur ce que sont les individus. Comment ils fonctionnent sur le plan de la culture au temps, sur le plan de la culture au travail, sur le plan de leur stratégie personnelle, de manière à comprendre comment faire fonctionner en fait quelque chose qui est devenu comme une mosaïque par rapport à l'uniformité apparente qu'avaient les équipes il y a 10 ans ou 20 ans. Et ça me paraît un vrai enjeu en fait de l'efficacité du manager d'aujourd'hui et de demain. Le management, expérience de la distanciation, expérience des petits pas de recul qui nous permettent d'appréhender peut-être la complexité aujourd'hui des relations de travail? Oui, absolument Philippe. Ce que je retiens par rapport à l'imposture du manager et de ce risque d'apparaître comme un imposteur, je crois que c'est pour chacun la nécessité de se raconter, de partager avec quelqu'un et avec ses équipes. La deuxième chose que je retiens, c'est pour les entreprises. Aller au-delà des bonnes intentions. Donner les moyens d'agir réellement. On peut par exemple vouloir séduire, communiquer beaucoup sur les wikis, les communautés de pratique, un certain nombre d'outils collaboratifs. Et la personne recrutée s'apercevra qu'au bout de quelques semaines ou de quelques mois, elle n'a pas les moyens de faire. Et la désillusion sera grande. Je crois que c'est important. Tu parlais tout à l'heure d'authenticité. Je crois que c'est important d'avoir ce souci de la congruence entre ce que l'on affiche et la réalité des pratiques vécues. Et moi, Philippe, pour compléter ce que tu viens de dire, je rajouterais, ce que moi je retiendrai aussi, c'est la posture du manager aujourd'hui. La discussion qu'on vient d'avoir me fait penser à une discussion qu'on pourrait avoir sur l'expatriation et sur la nécessité en fait de s'adapter, en fait, de comprendre et de s'adapter à la culture de l'autre quand on se déplace.
La complexité des cultures, des générations, auxquelles on pourrait rajouter d'autres prismes qui complexifieraient encore les situations de chaque individu, je crois nécessite en fait le même type d'approche, c'est-à-dire faire preuve de curiosité, se questionner soi-même sur ce que l'on est et puis ce qu'est l'autre, et essayer de comprendre comment fonctionnent les individus de manière à pouvoir mieux les faire fonctionner dans l'environnement de l'entreprise aujourd'hui, dans un environnement extrêmement mobile et qui nécessite d'aider en fait chacun à trouver sa place, mais à trouver aussi sa propre mobilité de manière à être performant dans la durée et de manière à être bien et passionné en fait dans la durée. À t'entendre, un manager, ce n'est pas la femme ou l'homme du pourquoi, en tout cas pas seulement. C'est aussi quelqu'un qui va poser le comment, et très certainement comment faire ensemble. C'est pas où, mais aussi beaucoup et pour devenir crédible ou légitime. Oui, mais c'est une manière de parfois créer l'adhésion. C'est plus pourquoi tu ne fais pas ci ou pourquoi vous ne faites pas ça. Mais c'est puisque en fait c'est quelque chose qu'il faut absolument accomplir, comment est-ce que tu aimerais ou comment est-ce que vous aimeriez l'accomplir en fonction de la personnalité de l'individu. Pour trouver un point commun, pour arriver à travailler ensemble et à atteindre l'objectif. Parce que ce qui compte, c'est quand même d'atteindre l'objectif.